Que ta vie ne soit pas une vie stérile, sois utile, laisse ton empreinte, que rayonne la lumière de ta foi et de ton amour. Efface par ta vie d'apôtre la trace visqueuse et sale qu'ont laissé les impurs sommeurs de haine, et embrasse tous les chemins de la terre au feu du Christ que tu portes dans ton cœur. Je m'appelle Benoît Voyer. C'est le carillon au cœur de la vallée qui nous appelle vers les grands espaces. Aujourd'hui, je vous parle du sentier du Calvaire d'Oka et de l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha, au Québec.
Le sentier du Calvaire du Parc national d'Oka est un petit joyau qu'il faut absolument découvrir. Tout débute en 1974 alors que le gouvernement du Québec acquiert la colline du Calvaire d'Oka et la rattache à son parc national à Oka. Le Calvaire obtient dès 1982 un statut selon la loi sur les biens culturels. Il est ainsi classé site historique en raison de son intérêt comme témoin de l'évangélisation des Amérindiens au 17e et 18e siècle et de son caractère unique. Sa valeur patrimoniale repose ainsi sur son intérêt ethnologique. Il témoigne d'une pratique très populaire au Québec, le pèlerinage. Le territoire abrite plusieurs espèces végétales qui font l'objet d'une attention particulière. Ainsi, en 2005, l'habitat floristique de la hêtraie du Calvaire d'Oka est désigné par le gouvernement du Québec comme un milieu important dans la conservation. Ainsi, en 2005, l'habitat floristique de la hêtraie du Calvaire d'Oka est désigné par le gouvernement du Québec comme un milieu important dans la conservation d'espèces à statut particulier. 2 des 8 écosystèmes forestiers exceptionnels du Parc national d'Oka se trouvent sur la colline du Calvaire d'Oka, une cédrière humide et une hêtraie composée en partie de chênes rouges et d'érable à sucre. On retrouve sur la colline 3 plantes à statut particulier introduites à cet endroit par les Amérindiens à des fins curitatives, soit le chimaphile maculé, le podophile pelleté et le Ténidia à feuilles entières. Les 2 dernières sont plutôt abondantes au sud de l'Ontario et dans l'est des États-Unis, mais sont très rares au Québec. Les Amérindiens cultivaient le podophile pelleté pour ses fruits et pour en faire des confitures. Bouillie, sa racine servait également à traiter les troubles du foie et de la digestion. De son côté, l'huile de chimaphile maculé contient un composé voisin de l'aspirine. On l'utilisait pour soigner maux de tête, douleurs et inflammations. Pour ce qui est du Ténidia à feuilles entières, sa racine était employée de différentes manières. Trempée et ensuite chiquée, elle guérissait l'infection des bronches. En infusion, elle soulageait les troubles pulmonaires. Elle entrait ainsi dans la composition d'autres médicaments afin de leur donner bon goût. Le site du Calvaire d'Oka est unique pour ses collines constituées des roches les plus anciennes jouxtant les plus récentes au Québec. La colline du Calvaire d'Oka se compose de roches précambriennes formées il y a 1,5 milliard d'années. C'est à même cette roche de la chaîne de montagnes des Laurentides qu'on gravit le chemin de croix. Au cours des 500 millions d'années suivantes, le déplacement de la plaque continentale isole les collines d'Oka du reste des Laurentides, formant la vallée du Saint-Laurent. Il y a 130 millions d'années naît les montérégiennes du mont Oka. Il s'agit d'une infiltration de roches en fusion au milieu des collines d'Oka qui déforment la croûte terrestre sans la percer. La dernière glaciation va donner son aspect actuel au paysage environnant. En se retirant il y a 18 000 ans, les glaciers découvrent les collines en arrachant les sédiments qui les entourent. Dans le cas du mont Oka, situé au nord-est de la colline du Calvaire d'Oka, le rabotage des glaciers emporte la roche très dure qui couronne l'intrusion du magma. Moins dure, cette roche intrusive s'érode plus rapidement, laissant uniquement la base du mont Oka que l'on distingue à peine dans le paysage actuel. Ce complexe géologique exceptionnel constitue environ 35% de l'ensemble des collines d'Oka. Un peu d'histoire. En 1721, les Sulpiciens fondent une mission au confluent de la rivière des Outaouais et du lac des Deux-Montagnes. Ce site, facile à défendre et situé sur la route de la traite des fourrures, pourrait, selon eux, attirer davantage d'Amérindiens. Les Sulpiciens construisent alors des habitations, une église, 2 écoles et un fort à l'embouchure de la rivière aux Serpents. 10 ans plus tard, le poste est déplacé en amont sur le lac, à l'endroit où est située l'église actuelle de la municipalité d'Oka.
Vers 1750, la mission compte une population de 750 personnes, formées principalement d'Amérindiens de différentes nations. Les objets en pierre retrouvés à Oka attestent du début de la présence des Amérindiens dans la région entre 4500 et 2500 ans avant notre ère. La majorité des artefacts découverts témoignent d'une fréquentation saisonnière il y a 2500 à 1500 ans. Par la suite, le site d'Oka est presque déserté jusqu'à la fondation de la mission du lac des Deux-Montagnes. Au 18e siècle, les Amérindiens vivant à Oka proviennent des missions de l'île de Montréal. Ils appartiennent à deux familles linguistiques. Chasseurs nomades, les Algonquiens sont représentés à Oka par des membres des nations algonquines et Nipissing. Cultivateurs sédentaires, les Iroquoiens rassemblent des Agniers et des Hurons. À l'ouest du Fortin, les Agniers et les Hurons vivent ensemble. Un terrain de jeu de crosse occupe le centre de leur campement. Chacune des deux nations algonquiennes possède son emplacement à l'est du fort. On trouve d'abord les Nipissing et ensuite les Algonquins installés plus en aval. Les missionnaires et la garnison occupent le Fortin, situé au centre de la mission. Les religieuses, les notables et les colons logent dans les habitations bâties le long de la rive à proximité des fortifications. Parlons maintenant des chapelles situées au sommet de la colline du Calvaire. Ainsi donc, au sommet de la colline s'alignent dans le même axe que les oratoires les façades des trois chapelles. Si les murs de la chapelle principale composent un rectangle presque parfait, ceux des chapelles latérales forment des quadrilatères irréguliers. Ces défauts manifestes pourraient rappeler le statut de criminel des deux compagnons de supplice de Jésus, le bon larron placé à la droite du Christ et le mauvais situé à sa gauche. La composition du portail et des fenêtres de la chapelle est représentative de l'architecture classique du XVIIe siècle. D'abord, le portail et l'encadrement des fenêtres sont faits de pierres de taille apparente et seuls les chapiteaux et la clé de voûte sont saillis. Ensuite, un tympan apparaît au-dessus de la clé de voûte du portail. Cette pierre taillée porte une inscription, l'abréviation latine IHS, surmontée d'une croix pâtée. Elle signifie Jesus Hominum Salvator ou, en français, Jésus Sauveur des hommes. À l'intérieur, la voûte, en plein cintre et crépi, est à remarquer puisque cette fausse voûte était souvent en bois. Si cette chapelle centrale se rapproche des chapelles de l'époque par son volume et sa décoration, les éléments suivants sont particuliers: la hauteur de ses murs et de ses fenêtres, la toiture à pente douce, ainsi que l'absence de clocher. Les traits architecturaux des oratoires, qui sont situés de chaque côté de la chapelle, et des chapelles, possèdent les caractéristiques de l'architecture religieuse des paroisses qui naissent le long du fleuve Saint-Laurent. Cette façon de faire trouve ses origines dans les différentes provinces de France. La maçonnerie de la face extérieure des murs est enduite de mortier et blanchie au lait de chaux. Un crépi, blanchi de la même façon, recouvre les surfaces intérieures des édicules. Ainsi comme sur un immense écran blanc, les différents éléments scéniques sont mis en place pour émouvoir. Une toiture à 2 ou à 4 versants coiffe les différents édicules. Elle est recouverte de bardeaux de cèdre. Le débord du toit au-dessus des murs est à coyaux courts typiques de l'époque. L'utilisation de 2 couleurs crée un ensemble harmonieux et empreint de simplicité. Le blanc domine, un mélange d'ocre rouge et d'huile appliquée sur les boiseries met en relief le cadrage et le battant des portes et des fenêtres. Ces 2 couleurs évoquent celles portées par les croisés français. L'architecte des oratoires et des chapelles serait probablement un sulpicien. La construction du calvaire coïncide avec l'érection d'une petite enceinte fortifiée en pierre à Oka. Plusieurs éléments des oratoires et des chapelles semblent avoir été inspirés par les travaux de fortification en cours. Par exemple, petits édifices massifs, les oratoires ressemblent aux bastions du fort.
De plus, l'allure et la décoration des chapelles reproduisent celles de l'église de la Mission. On croit que des maçons, des charpentiers et des menuisiers dédiés à la construction du fort travaillent aussi à l'édification des édicules, aidés d'un bon nombre d'Amérindiens de la Mission. La construction des édifices sur le flanc et au sommet de la colline constitue un défi pour les ouvriers. Il est particulièrement ardu de défricher le site et d'y acheminer les matériaux. L'eau du lac doit être transportée sur 3 km de sentiers rocailleux. Le chantier dure près de 3 ans. Par la suite, les bâtiments doivent être entretenus régulièrement. Pour illustrer le chemin de croix, Amon Le Guin commande, par l'entremise des Sulpiciens de Paris, 9 tableaux religieux. Pour limiter les frais, on fait réaliser des copies d'œuvres de grands maîtres. Le choix des scènes axées sur la souffrance du Christ est fait avec soin pour toucher la sensibilité des Amérindiens nouvellement convertis. 7 toiles sont retenues pour décorer les oratoires et les chapelles de la colline d'Oka. En 1776, après 20 ans d'exposition à des conditions climatiques difficiles, les précieux tableaux sont retirés des édicules et mis à l'abri dans l'église du village par les Sulpiciens. Ceux-ci demandent alors à François Guernon, dit Belleville, de reproduire les toiles sous forme de sculptures sur bois. L'ensemble de bas-reliefs polychromes que le sculpteur réalise alors n'a pas d'équivalent dans l'art ancien au Québec. Le sculpteur a reproduit assez fidèlement les peintures. Ici, il a apporté des modifications qui simplifient l'œuvre. Les personnages à l'arrière-plan sont supprimés, révélant un calvaire où poussent des arbres. Sur ce panneau, le regard du Christ n'est plus dirigé vers celui qui contemple le tableau. Les couleurs sont retouchées à 2 ou 3 reprises au cours du 19e siècle. Parmi les tableaux créés à Paris pour le calvaire d'Oka, il est à remarquer la toile de la rencontre de Sainte Véronique. C'est un petit bijou. Dans la tradition catholique, la rencontre de Sainte Véronique relate le moment où cette femme de Jérusalem s'approche du Christ qui vient de s'écrouler sous le poids de la croix. Elle essuie alors son visage et par miracle, les traits du Christ s'impriment sur le voile. Ce tableau de Rouban a servi de modèle au tableau d'Oka représentant la rencontre du Christ avec Sainte Véronique. L'action prend la forme d'un mouvement ascendant au milieu duquel le Christ regarde le spectateur et l'interpelle. Cette toile est exécutée vers 1740 par un peintre français. Inspiré par l'œuvre de Rouban, l'artiste resserre la composition autour de l'événement central. Il habille Sainte Véronique d'une robe plus pâle et éclaire davantage le visage de Marie. Un chien fait référence à la façon dont le Christ est traité. Ces modifications simplifient la scène et dégagent l'essentiel du message. Le sentier du calvaire d'Oka et son chemin de croix patrimonial est vraiment un lieu à découvrir. Et du même coup, vous ferez du bien à votre santé puisque vous marcherez dans la forêt. Ça vaut vraiment le détour. C'est sur la colline, à l'intérieur du parc national d'Oka. Dans la région de Lanaudière, un lieu qu'il faut absolument visiter, c'est l'abbaye Val-Notre-Dame, située à Saint-Jean-de-Matha. Bien entendu, il s'agit d'un lieu monastique où habitent des moines. Jadis, il s'agissait des moines d'Oka. Ils sont déménagés il y a quelques années dans ce lieu paisible et remarquable. L'histoire des moines cisterciens ne date pas d'hier. En 540, Benoît de Nursie rédige la règle des moines, encore suivie aujourd'hui par les moines bénédictins et cisterciens. En 1098, les abbés Robert de Molesme, Albéric et Étienne Harding fondent le nouveau monastère de Cîteaux, en Bourgogne, en France. De cette fondation est issu l'ordre cistercien. En 1881, l'abbaye de Bellefontaine, en France, fonde l'abbaye Notre-Dame-du-Lac à Oka, au Québec.
La communauté vit à Oka durant 128 ans. À son apogée, elle comptera 179 moines. En 1891, l'ordre cistercien, morcelé en plusieurs congrégations nationales, se regroupe en 2 ordres, dont l'ordre cistercien de la stricte observance, ou si vous aimez mieux, les trappistes, qui compte 172 monastères dans plus de 50 pays. En 2009, les 28 moines du lac des Deux-Montagnes quittent Oka et se relocalisent à Saint-Jean-de-Matha, dans un nouveau monastère appelé l'abbaye Val-Notre-Dame. Selon la règle de Saint-Benoît, les moines ne préfèrent rien à l'œuvre de Dieu. Réalisant la parole du psalmisme, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Les frères se retrouvent 7 fois par jour à l'église pour prier Dieu et lui confier les joies et les peines du monde d'aujourd'hui. La prière des heures est une école de prière continuelle. Par l'écoute de la parole de Dieu, les moines vivent sous le souffle de l'Esprit et dans le souvenir incessant de la présence de Dieu. À l'abbaye Val-Notre-Dame, les vigiles sont célébrées à 4 heures le matin, les laudes à 6h45, la messe et les tierces à 8h15, les sextes à midi, les nonnes à 13h40, les vêpres à 17h15 et les complis à 19h30. Le dimanche, les tierces sont à 8h30, la messe à 10h et les nonnes à 14h. L'église est ouverte au public de 4h le matin à 20h et tous peuvent participer à la prière des moines et à la messe quotidienne ou dominicale. Ça vaut vraiment le détour. Je vous avoue qu'au petit matin, à 4h, lorsqu'on voit le soleil se lever, c'est vraiment extraordinaire comme lieu. Parlons un peu de leur accueil. La règle de Saint-Benoît dit que tous les autres qui viennent seront reçus comme le Christ en personne. Fidèles à ce précepte de Saint-Benoît, les moines accueillent dans le silence de leur hôtellerie monastique tout homme et toute femme désireux de faire un temps d'arrêt, quelle que soit son origine ou sa condition sociale. À tous et à toutes, ils offrent la possibilité de réfléchir, de méditer et de prier dans un magnifique cadre champêtre. Il n'y a aucune prédication, chacun et chacune est libre d'organiser son temps comme il l'entend, bien que tous soient invités à participer à leur prière liturgique. Un moine prêtre est aussi disponible pour ceux et celles qui désiraient un entretien spirituel. La durée du séjour à l'hôtellerie? Du lundi au jeudi ou du vendredi au dimanche. La capacité d'accueil est de 13 chambres individuelles avec balcon. Les toilettes et les douches sont à l'étage des chambres. Il n'y a pas de tarif fixe. Par contre, les moines suggèrent cependant à ceux et celles qui le peuvent de laisser une offrande d'environ 60 $ la nuitée, repas inclus. Cependant, le paiement de ce montant ne doit pas être un empêchement pour prendre ce temps d'arrêt. Chacun et chacune demeure libre de laisser selon ses moyens. On peut faire une petite visite également à l'abbaye Val-Notre-Dame, simplement pour aller visiter les lieux et également pour faire un petit arrêt du côté des ateliers et du magasin des moines. Les ateliers de l'abbaye comptent 3 grandes activités opérées par des équipes mixtes de frères et d'employés. La chocolaterie produit plusieurs sortes de chocolats, ils sont délicieux. La pâtisserie produit les gâteaux aux fruits, les gâteaux aux dattes. L'enrobé, un gâteau aux fruits enrobé de chocolat, produit les beurres d'arachide, de noix et de noisettes et les caramels qui sont délicieux. Depuis 2014, les moines de l'abbaye Val-Notre-Dame mettent en valeur les produits forestiers comestibles cueillis sur leur propriété. Ils les transforment et offrent à leur magasin plusieurs de ces délices de la forêt telles que des têtes de violon marinés, des crèmes de champignons sauvages, des tisanes et des aromates forestiers. Tous ces produits et d'autres encore liés aux dons artisanaux des frères sont offerts en vente au magasin de l'abbaye et assurent une part significative des revenus de la communauté. Les produits de l'abbaye sont vendus, bien entendu, dans leur magasin. On y trouve aussi des produits des autres monastères et des produits du terroir local, une sélection de fromages, des articles religieux tels que des croix, des chapelets et des médailles, et on y trouve également un coin librairie où on peut trouver des livres, des CD et des DVD, surtout religieux. Une salle attenante au magasin permet d'accueillir des expositions et de tenir des conférences.
En hiver, cette salle se transforme en centre de ski de fond. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Et enfin, il est impossible de ne pas vous en parler, les sentiers de marche dans la montagne coupée autour du monastère, autour de l'abbaye, sont vraiment un lieu fort intéressant. La forêt, elle est belle, les paysages sont splendides, surtout en automne et aussi en hiver. Ça vaut le détour. Pour plus de détails, je vous invite à consulter leur site internet abbayevalnotredame.ca.